Aujourd'hui, dans Supplément Geek, la chasse est ouverte. Coucou mes petits geeks et mes petites geekettes, aujourd'hui on va parler d'un récit qui n'est pas simplement culte, mais carrément fondateur dans la façon dont on perçoit encore à ce jour notre araignée favorite. Une histoire un peu crasse-pouille, courte, étouffante parfois, qui arrive à fermer le clapet de Peter. Fini les blagues, fini l'énergie bienveillante, là on va plonger dans le désespoir et côtoyer une part funeste de son histoire et tout ça, ça se passe dans La dernière chasse de Kraven. Si vous ne connaissez pas ce titre, c'est pas très grave, je suis justement là pour vous le faire découvrir, et si vous le connaissez déjà, c'est l'occasion de replonger dedans et d'analyser ce chef-d'œuvre du comics. La dernière chasse de Kraven, ou Kraven's Last Hunt en VO, c'est le récit de Kraven le chasseur, vieux prédateur obsédé par l'idée de prouver qu'il est supérieur à Spider-Man. Et il décide de mener une dernière traque. Pas juste pour le battre, pas juste pour lui coller une bien belle raclée, non là le but c'est de le vaincre totalement, l'humilier et même le remplacer. Et montrer, de façon bien tordue, qu'il peut être une meilleure araignée que lui, le genre de programme qui annonce déjà que ça va pas sentir la bonne humeur. Et si cette histoire a autant marqué les esprits, c'est pas juste parce que Kraven décide de péter un câblasse, c'est qu'elle ne repose pas seulement sur son idée de départ, à savoir une traque, au premier abord qui semble tout à fait classique, mais finalement, ça repose sur une ambiance pas commune, dans l'univers de Spider-Man surtout, sur un découpage bien ciselé, sur le rapport à la mort, sur la fatigue mentale, et bien évidemment, sur la frontière entre l'homme et l'animal. C'est une histoire de super-héros, oui, mais c'est aussi presque un cauchemar gothique, une descente dans un trou dont on ressort différent. Et pour beaucoup de lecteurs, c'est l'un des récits qui ont montré qu'un comics Spider-Man pouvait être à la fois populaire, lisible et franchement adulte dans sa manière d'aborder la peur, la dépression, la violence psychologique et l'identité. Rien que ça. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà pensez à vous abonner, comme ça vous louperez aucun épisode, puis une bonne note sur vos applis d'écoute et un joli commentaire, c'est des petits gestes qui vont bien m'aider. Ceci étant dit, on va commencer par parler des auteurs. Cette série a été écrite par John Mark DeMatteis, et première anecdote, Google l'appelle Jean-Marc DeMatteis, ça m'a fait un petit peu sourire, et c'est dessiné par Mike Zeck, avec une publication chez Marvel en 1987. J'avais à peine 1 an, donc on parle d'une relique. Eh ben mon vieux. Et ce à travers 6 épisodes répartis sur 3 séries Spider-Man. Oui, moi aussi ça me perturbe, mais visiblement c'était normal d'écrire un récit en 6 épisodes dans 3 séries distinctes. Ça commence avec Web of Spider-Man, les numéros 31 et 32, puis The Amazing Spider-Man, 293-294, et enfin Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, 131 et 132. Pourquoi pas tout dans Web of Spider-Man ou un des deux autres ? En lisant Wikipédia et Comic Book Herald, si j'ai bien compris, et pour vous résumer, c'est parce que Marvel voulait que l'histoire prenne toute la place. Si un événement aussi violent que celui-ci n'avait eu lieu que dans un seul titre, pendant que Spider-Man continuait tranquillement sa vie dans les 2 autres, l'impact aurait été complètement cassé. Là, au contraire, Marvel transforme ça en vrai moment global. Un bel event que tout le monde doit se prendre en pleine tronche. Alors oui, à l'époque, ça pouvait sûrement perdre quelques lecteurs, mais ça renforçait aussi énormément le côté exceptionnel de cette histoire. Revenons-en à nos scénaristes et dessinateurs. On va commencer par DeMatteis, né en 1953 à Brooklyn, ancien critique dans la musique, rien à voir, mais qui est l'un des scénaristes qui ont su écrire du super-héros grand public sans jamais perdre une forme d'intériorité. Le petit père écrit des scénarios depuis la fin des années 70 et il commence direct chez DC où il va être publié dans plusieurs numéros du magazine Weird War Tales. Il va au début des années 80 aller voir chez la concurrence si l'herbe n'y est pas plus verte et c'est d'ailleurs au même moment qu'il va arrêter d'écrire des chroniques musicales pour se concentrer uniquement sur les comics. Il est aussi connu pour être un scénariste dont les travaux peuvent être plus intimes, comme Moonshadow et Brooklyn Dreams. Il a aussi écrit sur Justice League, travail récompensé par un Eisner Award en 2004 dans la catégorie humour. L'opposé total de notre série du jour, quoi. Ça montre l'étendue de son talent.
Chez Marvel, son passage sur notre copine l'araignée est particulièrement important, notamment sur Spectacular Spider-Man, et en vrai, il est assez fort, John Mark, parce qu'on peut dire que, quand on le lit, on remarque sa capacité à utiliser les super-héros pour parler d'autres choses. La culpabilité, le traumatisme, la spiritualité, le vide intérieur, parfois même le karma. En 81, il va rencontrer Mike Zeck, avec qui il va collaborer sur un certain Captain America, on en reparlera, puis plus tard sur la série Defenders. Ils vont se retrouver en 87 sur un Spidey, la dernière chasse de Kraven. Et donc, Mike Zeck, un peu plus âgé puisqu'il est né en 49, c'est clairement pas n'importe qui. Il est devenu l'un des grands noms du comics américain, surtout chez Marvel, et il est connu, entre autres, pour son travail sur Captain America, Punisher, Secret Wars et bien sûr Kraven's Last Hunt. Et je viens de mentionner Secret Wars, c'est un autre comic dont je parlerai forcément un jour, et c'est dans cette histoire que Peter Parker trouve un de ses costumes les plus mythiques, si ce n'est le plus mythique, son costume noir. Donc, c'est bien notre ami Mike qui lui a créé ce beau visuel et qu'on va retrouver dans notre histoire du jour. Pour beaucoup de lecteurs, son nom reste définitivement lié à deux images, celle de Spider-Man avec le costume noir, et cette période plus sombre où l'araignée cesse un instant d'être purement acrobatique pour devenir une créature traquée. Autant dire que Zeck, c'est un dessinateur qui a du poids, et je ne parle pas de balance, juste que contrairement à d'autres, il n'est pas dans l'ultra spectaculaire, mais dans la sensation physique qu'il donne au corps, aux postures, qui deviennent lourdes, au visage marqué, bien des rides et tout ça, et aux ombres. Chez lui, la narration reste lisible, directe, sans sacrifier l'impact. Et dans la dernière chasse de Kraven, cette lisibilité est capitale parce qu'on parle d'un récit où tout doit être ressenti. Ça va de l'enfermement, on navigue dans la boue, la violence y est animale, on parle de Kraven quand même, hein. C'est un récit très nocturne et on ressent aussi la fatigue, la crispation mentale. Son Spider-Man a quelque chose de vulnérable et son Kraven de spectral, si je puis dire. Donc ce n'est pas un hasard si la dernière chasse de Kraven fonctionne aussi bien. C'est le résultat qu'on obtient quand on réunit ces deux artistes et ça donne un récit qui ne traite pas Kraven comme un simple vilain à moustache venu faire le zozo en Jungle Pants. Il le traite comme un homme en bout de course, brisé par son propre mythe. Et Peter, lui, c'est pas seulement un héros en danger, c'est un être humain confronté à la peur de mourir, à la perte de contrôle et à l'instinct brut. Il n'y a qu'à regarder les 6 couves du run, elles parlent d'elles-mêmes, et la plus célèbre, celle du Web of Spider-Man numéro 32, vous pouvez regarder sur internet si vous voyez pas, très sombre, sous la pluie, dans un cimetière, avec Spidey dans son costume noir qui se lève dans la boue, sa pierre tombale derrière lui. Voilà, bien pesant comme image, mais elle résume parfaitement le ton de ce comics. La force du récit, c'est sa simplicité apparente. Kraven veut prouver qu'il est supérieur à Spider-Man, mais la manière qu'il choisit pour y parvenir fait basculer l'histoire dans une traque où Peter est neutralisé avec un tranquillisant, puis enterré vivant. Et rien que cette image, déjà ça suffit à comprendre pourquoi cette saga est restée aussi marquante. Spider-Man, l'un des héros les plus mobiles, les plus vifs, il voltige entre les immeubles, c'est un des gars les plus vivants du comics mainstream, là, il se retrouve littéralement sous terre, immobilisé, avalé par la tombe. Mais Kraven, il s'arrête pas là. Et non, il enfile le costume de Spider-Man, si ça c'est pas un beau geste de gros pervers, et part démontrer qu'il peut faire mieux que lui. Mieux dans sa façon de traquer, mais aussi mieux dans la violence, voire même dans la domination de ses proies. C'est plus vraiment le Spidey sympa qui fait rire le quartier en sauvant les New-Yorkais. Peter, lui, ses coups, il les retient. Kraven, il brutalise. Là où Peter protège, Kraven humilie. Donc ce récit joue sur la place d'un héros quand quelqu'un reprend sa silhouette, ses couleurs, sa fonction apparente, mais vide tout ça de sa morale. D'ailleurs, ça arrivera encore à Peter, mais pas avec le même vilain, et bien plus tard avec Octavius, qui va prendre sa place, carrément lui voler son corps dans The Superior Spider-Man. Faut qu'il fasse un petit peu plus attention à ses affaires, le petit Peter, sinon Tante May va le gronder. Et comme si c'était pas suffisant, en parallèle, on suit aussi Vermine, une sorte de créature tragique, sale, pathétique et dangereuse qui sert de miroir animal à tout le récit. Kraven veut le capturer seul pour prouver qu'il dépasse Spider-Man, puisqu'à l'époque, Peter avait eu besoin de l'aide de Captain America pour l'arrêter. C'est une manière très perverse de faire un comparatif entre deux visions de la force, celle du héros et celle du prédateur.
Et puis il y a le retour, l'instant où Peter remonte de la tombe, c'est probablement l'un des grands moments du mythe Spider-Man, pas parce qu'il terrasse quelqu'un en le faisant moult cabrioles, mais parce qu'il revient de là où normalement on n'a pas le choix que d'y rester. De la panique, de la terre, une terre qui écrase bien, du néant presque, et notre petit Peter, il revient porté par quelque chose de très humain, sa volonté de vivre, son amour pour Mary Jane, et surtout, il refuse d'être réduit à un animal bêtement piégé. C'est là que le récit touche quelque chose de plus profond qu'un simple duel avec un méchant culte. Enfin culte, jusque-là Kraven avait pas tant de profondeur justement, et avec cette chasse, on peut dire que les amateurs de Spider-Man ont bien changé leur vision sur ce méchant. Ici, c'est un homme en décomposition intérieure, un aristocrate du meurtre qui a besoin d'une dernière victoire pour donner un sens à sa vie. Il est aussi pathétique que dangereux. On le voit comme profondément malade, il est totalement obsédé, prisonnier de son propre théâtre mental, il se raconte une histoire et se persuade qu'il a raison. C'est ce traitement-là qui a fait énormément pour son statut dans l'histoire de Spider-Man. Avant ça, Kraven existe, évidemment, mais il devient inoubliable depuis. C'est une histoire de Spider-Man donc, Peter est au cœur du récit, mais pas dans sa version habituelle de héros bondissant qui gère la situation en lançant des blagues. Ici, il est vulnérable, terrorisé, épuisé. La saga insiste sur sa mortalité, sur sa peur, sur la possibilité très concrète de sa disparition. Et c'est justement ce qui rend son retour aussi fort. Il ne revient pas comme une machine, il revient comme quelqu'un qui a traversé quelque chose, et ce quelque chose va le marquer éternellement. Enfin jusqu'au prochain reboot quoi. Mais si on parle de Peter, si c'est pas avec Gwen ou Black Cat, c'est qu'on parle aussi de Mary Jane, qui a un rôle essentiel. Déjà, elle est inquiète, mais elle sait rester lucide malgré la peur de perdre Peter. Et ça compte beaucoup, parce que la dernière chasse de Kraven sort peu après leur mariage. Bon, leur mariage dans la suite, c'est une catastrophe. Mais là, ça utilise très bien ce début de vie maritale pour donner encore plus de poids émotionnel à la disparition de Peter. Et enfin, comme j'ai déjà mentionné, on a Vermine, inventé justement par DeMatteis et Zeck, non pas dans Spider-Man, mais dans le Captain America dont je parlais plus tôt. Je vous avais dit que j'allais revenir sur Captain. Et Vermine, je pense pas qu'il soit si connu du grand public. C'est pas une référence dans les vilains pas beaux de Marvel. En vrai, il s'appelle Edward Whelan, et pour faire court, il a été violenté par son petit papa chéri, et quand je dis ça, je veux dire que son père aimait un petit peu trop les petits garçons, et pour surmonter ça, il a développé une dissociation de personnalité normale. Sauf que plus tard, bien plus tard, pour son travail de généticien, il va rencontrer la mauvaise personne, Zemo, qui va le transformer en une sorte de gros rat qui mange des gens, miam miam, et sa seconde personnalité prend le contrôle. Donc ici, le gars n'est pas juste un obstacle, il sert à matérialiser la sauvagerie, le retour au sous-sol, voire même dans les égouts, et à la déshumanisation totale. C'est un personnage sale, tragique, dérangeant, qui permet à l'histoire de ne jamais complètement quitter son terrain cauchemardesque. Et ça, pour l'ambiance, c'est quand même important. Que ce soit dans ce que ça raconte, ou dans les dessins, c'est poisseux, un peu morbide forcément, c'est tout cracra quoi. Prenez un parapluie, des bottes et un ciré, sinon vous allez être tout dégueu. Et du coup, même dans des moments qui paraissent simples de prime abord, finalement, il y a une lourdeur indéniable. Tout dit que ce récit est moins là pour faire du spectaculaire que pour faire monter le malaise. Et tout ça, ça donne une histoire incontournable quand on parle du voltigeur de Manhattan, forcément. Donc la réception, elle est pas mitigée, aussi bien à l'époque qu'encore aujourd'hui. En gros, même en France, plusieurs critiques mettent en avant le même point central, à savoir que ce n'est pas juste une baston avec un gimmick morbide, mais une vraie histoire de dépossession et de dérive mentale. C'est pas pour rien que cette histoire est très souvent citée dans les tops sur Spidey, elle est même souvent numéro 1, et de mon point de vue, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir plonger dans cette noirceur. Il pleut tout le temps, il fait nuit, c'est crade, généralement Spidey il est en plein jour, avec un costume coloré, à New York, et il blague en voltigeant. Là, il a pas trop l'occasion de voltiger, et les dessins de Zeck, c'est pas les plus beaux, mais il sait retranscrire le malaise qui pèse sur les épaules de Peter. C'est net, c'est précis, lisible, c'est pas un dessin qui cherche à en mettre plein la vue sur chaque case, il cherche juste à raconter la suffocation, la tension, la folie.
Et ça fonctionne encore assez bien aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une œuvre qui a son importance, et elle tient à plusieurs choses. D'abord, elle a donné à Craven une épaisseur qu'il n'avait pas auparavant, je l'ai déjà dit. Ensuite, elle a montré qu'on pouvait raconter Spider-Man dans un registre plus adulte, plus psychologique, allant même jusqu'à être oppressant. Il faut remettre dans le contexte. Dans les années 80, c'est encore nouveau. Je vous rappelle que même Batman était encore avec un costume bleu à cette époque. Ça a donc participé à cette fin des années 80, où les comics mainstream commençaient à assumer davantage la noirceur, en parlant plus ouvertement de la mort, des traumas, parfois d'une manière plus littéraire que purement spectaculaire. Alors dire que la dernière chasse de Craven a tout changé serait peut-être un petit peu exagéré, mais dire qu'elle a compté dans cette évolution, bah ouais, carrément. Si vous ne l'avez pas encore en votre possession, en France on trouve plusieurs éditions, chez Panini bien évidemment. La première que j'ai trouvée c'est en 2004, dans les Best of Marvel, puis ils ont ressorti le récit dans la collection Anniversaire Spider-Man en mars 2022 en 152 pages. Il existe aussi une édition cartonnée plus récente, sortie le 18 août 2024, en 160 pages dans la collection Must Have. Elle est très bien la collection Must Have. Et en 2023, ils avaient fait une édition limitée à 70 € avec une couve en noir et blanc. Ça parlera peut-être aux collectionneurs de rareté, mais en vrai, moi j'y vois pas trop d'intérêt. Perso, je l'ai eu dans un beau coffret sorti en 2016, Marvel Events Spider-Man, et dedans on retrouvait 5 histoires importantes, dont forcément celle-ci, c'était obligatoire, et finalement je trouve que c'est une des plus belles éditions en VF. Et enfin, cet été, le 7 juillet, exactement, la version dite poche devrait sortir, donc à 10 balles le comics, je pense que ce sera une belle opportunité de le choper si vous pouvez attendre jusque-là. Donc pour finir, la dernière chasse de Craven. C'est pas juste un vieux classique Spider-Man qu'on coche par devoir culturel, je dirais que c'est plus une histoire qui tient encore parce qu'elle a compris quelque chose de simple et de très fort. Pour vraiment toucher Spider-Man, il ne suffit pas de le frapper, il faut l'enterrer, lui voler son image, lui faire sentir qu'il peut disparaître et le forcer à revenir depuis le fin fond du trou. C'est aussi un récit qui a redéfini Craven, donné à DeMatteis l'un de ses grands moments chez Marvel et permis à Mike Zeck de signer une œuvre qui reste associée à la face la plus sombre, la plus moite, la plus dérangeante de l'univers de Spider-Man. Une saga courte, oui, mais qui laisse un impact énorme. Et je me devais donc d'en faire un épisode, c'est chose faite. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire ou de le relire. On se retrouve dimanche pour Supplément de Chill, et cette fois j'ai fini la 3e saison de Jujutsu Kaisen. Enfin, la première partie, donc on en parlera avec d'autres lectures et visionnages, bien sûr. Et mercredi prochain, on va vraiment voyager, puisque je vais recevoir Alex One Planet pour une discussion qui devrait nous emmener bien plus loin que prévu. Ciao mes petits geekouniou, geekez bien vos geekeries. Hasta la vista, baby.